L'affaire dont le verdict de 20 ans de détention criminelle contre les principaux mis en cause, Olivier Bokor, Roch Nyeri et Oswald Omeki, qui alimente tous les débats, a pris corps dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024. Oswald Omeki et Olivier Bokor ont été arrêtés. Une rumeur ont d'abord cru les Béninois tant c'était impossible au vu des positions des hommes dont on parle. Puis dans le courant de la journée du 24 septembre 2024, ce qui n'était qu'une rumeur est devenu une information vérifiée. Le ministre Oswald Omeki et l'homme d'affaires Olivier Bokor ont été interpellés pour complot contre la sûreté de l'État. Ils ont été arrêtés alors que le premier venait de confier pour le compte du second la somme de francs CFA 1,5 milliard au commandant de la garde républicaine chargé de la sécurité du chef de l'État. Les deux personnalités ont été présentées au juge d'instruction et des libertés, puis placées sous mandat de dépôt. Sur la base de ces faits, la commission d'instruction, puis la section de l'instruction en appel et enfin la Cour suprême ont validé la mise en accusation. Omeki Oswald, pour complot contre la sûreté de l'État, corruption d'agent public national et faux et usage de fausses attestations. Bokor Olivier et Nyeri Roch, pour complot contre la sûreté de l'État et corruption d'agent public national. Adjikpekun Hugues et Gbagidi Deo Gracias, pour complot contre la sûreté de l'État. Sanoussi Ganiou, lui, pour faux et usage de fausses attestations. C'est dans les débats au cours du procès qui a démarré le 21 janvier 2025 et qui s'est poursuivi sans les avocats de la défense qui se sont déconstitués au motif d'irrégularité dans la composition de la cour que les Béninois ont été situés sur comment le complot a été goupillé. Selon le réquisitoire du procureur spécial de la Criette, le 1,5 milliard retrouvé chez Oswald Omeki lors de l'arrestation était soigneusement rangé dans le coffre d'un véhicule de type 4x4 acheté 2 jours plus tôt, donc le 21 septembre 2024, auprès de l'entreprise Challenge SA pour la circonstance. Après l'acquisition du véhicule, Oswald Omeki l'a confié à son chauffeur Sanoussi Ganiou avec pour mission de le conduire à Zongo où les plaques d'immatriculation originelles ont été enlevées. La remise de la somme d'1,5 milliard de francs CFA au commandant de la garde républicaine en charge de la sécurité du chef de l'État est l'aboutissement d'un long processus qui a débuté quelques mois plus tôt. Selon les déclarations du colonel Dieudonné Tévoïdre, plusieurs rencontres ont eu lieu entre lui et Oswald Omeki au domicile de l'ex-ministre, ce qui est normal vu que les deux se connaissaient depuis fort longtemps. Cependant, ces visites inhabituelles se sont transformées en tribune de critique de la personne du chef de l'État d'une part et en occasion de libéralité exceptionnelle au profit de celui qui assure sa garde d'autre part. 5 millions de francs CFA, un champagne d'une valeur approximative de 2 000 €, un peu plus d'1,3 million francs CFA, une assurance vie en Côte d'Ivoire pour un montant de 55 millions de francs CFA. Puis, une fois assuré d'avoir suffisamment acheté, le commandant Oswald Omeki partage avec lui son projet, mettre fin aux fonctions de Patrice Talon, chef de l'État. Il ne s'agit pas d'attenter à sa vie, mais profiter de la proximité physique qu'offrent les fonctions de commandant de la garde républicaine pour l'isoler dans son bureau au palais de la Marina et l'obliger à signer sa démission. À toutes les étapes de la procédure, sans aucune variation, le chef de la sécurité présidentielle a soutenu qu'Oswald Omeki s'est engagé à mettre à sa disposition pour la réalisation du coup la somme d'1,5 milliard de francs CFA pour son financement. Cette somme devait servir à couvrir 3 volets, à savoir intéresser les acteurs avec lesquels il devait organiser le coup, intéresser les chefs de corps de l'armée de terre et de la garde nationale pour éviter qu'ils fassent obstacle à l'opération le jour J et enfin assurer ses arrières et celles de sa famille au cas où le coup échouerait. La suite des investigations a permis d'établir qu'une partie de cette somme provient des retraits effectués par Adjikpekun Hugues sur les comptes de la société Groupe Technique Plus GTP dont il est comptable. Cette entreprise a comme gérant Gbagidi Arotonyon Deo Gracias Corneille, mais le bénéficiaire effectif de ces activités est le beau-frère de Olivier Bokor, le nommé Roch Nyeri.
La participation de Olivier Bokor dans le complot s'est révélée essentiellement dans le financement du coup. Dans ses déclarations de revenus annuels, Oswald Omeki a dit gagner 110 millions l'an. Les montants déboursés au profit du colonel étaient largement au-dessus de la capacité de l'ancien ministre. Celui qui peut financer alors le complot ne peut qu'être qu'Olivier Bokor. Olivier Bokor dispose non seulement des moyens pour financer l'attentat contre la sûreté de l'État, mais il a été établi qu'une partie au moins des sommes saisies au domicile de Omeki Oswald, 250 millions précisément, provient directement de Olivier Bokor. L'enquête et l'instruction ont permis d'établir qu'il en a assuré la mobilisation. Pour ce qui est de Roch Nyeri, qui a pris la fuite dès le début de l'instruction, son nom a été cité abondamment le long de l'information par Oswald Omeki et Olivier Bokor. Oswald Omeki le désigne comme étant celui qui lui a confié la somme du 1,5 milliard. Olivier Bokor, quant à lui, désigne Roch Nyeri comme étant celui à qui il a demandé de remettre la somme de 250 millions de francs CFA payés en liquide par la société Porte-Eau. C'est au vu de ces éléments et de bien d'autres révélés par les témoins que le procureur spécial a requis 10 ans contre Olivier Bokor pour complot contre la sûreté de l'État et corruption d'agents publics nationaux, 10 ans contre Oswald Omeki pour complot contre la sûreté de l'État et corruption d'agents publics nationaux, faux et usage de faux, et 20 ans de réclusion criminelle contre Roch Nyeri. La Cour, le 30 janvier 2025, a décidé de condamner Oswald Omeki, Olivier Bokor et Roch Nyeri à 20 ans de réclusion criminelle, 4,5 milliards de francs CFA d'amende. La Cour condamne aussi les trois à payer solidairement 60 milliards de francs CFA pour les préjudices. Adjipekun Hugues et Gbagidi Deo Gracias, ainsi que Sanusi Ganiou, considérés comme des agents exécutants, ont été acquittés. De ce verdict, la presse en a fait son chou gras. Toutes les parutions de ce 31 janvier 2025 ont abordé la question sous différents angles. Nafissatou Hassani a lu quelques parutions. Le procès de Bokor, Omeki et consorts, qui a duré 6 jours, a captivé l'attention du public et des médias en raison de son caractère politique et judiciaire. Centré sur des accusations d'atteinte à la sûreté de l'État, ce procès a été largement couvert par la presse, chaque étape étant minutieusement relayée par les journalistes. Les principaux journaux ont traité ce sujet sous divers angles, offrant ainsi une couverture riche et contrastée de l'affaire. Le Matinal, le quotidien Le Matinal, consacre une large attention à l'affaire avec un titre accrocheur. Affaire complot contre l'autorité de l'État, 20 ans de prison pour Bokor, Omeki et Nyeri. La une présente les photos des accusés, renforçant l'impact visuel de l'article avec des détails sur les peines et amendes. 4,5 milliards d'amendes à payer par chacun des accusés et 60 milliards pour les préjugés causés à l'État. L'article est détaillé à la page 2, où sont mentionnées les peines de prison ainsi que les acquittements des 3 autres co-accusés. L'autre quotidien, le journal L'autre quotidien se distingue en mettant davantage l'accent sur les figures d'Olivier Bokor et Oswald Omeki avec un titre explicite. Affaire tentative à la sûreté de l'État. Olivier Bokor et Oswald Omeki condamnés à 20 ans de prison. Sur la 3e page, l'article approfondit les rôles de ces 2 accusés dans le procès en les présentant non seulement comme des figures politiques mais aussi en évoquant leurs relations passées avec le pouvoir en place. Le choix de ce focus souligne la volonté du journal de personnaliser le procès en mettant en avant les accusés, ce qui attire l'attention sur leur parcours et leurs responsabilités. Nord-Sud quotidien. Le quotidien Nord-Sud quotidien adopte une approche différente avec un titre significatif. Gouvernance publique, Bokor condamné sous talon. Ce titre met en lumière la dimension politique du procès en soulignant le contexte de la gouvernance sous le président Patrice Talon. L'article situé à la page 10 s'intéresse à l'impact de cette affaire sur le pouvoir actuel, faisant le lien entre
entre les condamnations et les enjeux politiques du moment. Le Télégramme réserve une place importante au procès en dédiant tout le pied de page de la une à cette affaire. Sur les pages 6 et 7, l'article s'étend sur les détails du procès, allant plus en profondeur dans les aspects juridiques et procéduraux. Ce journal privilégie une approche plus analytique et détaillée, offrant un panorama complet du déroulement du procès, des déclarations des témoins et des arguments des avocats. Cette couverture permet de mieux comprendre les événements qui ont conduit au verdict. Le traitement médiatique du procès Bokor Omeki et consorts a été varié et complet, chaque journal apportant sa propre perspective sur l'affaire. Si certains se sont concentrés sur les faits et les peines infligées, d'autres ont cherché à analyser le contexte politique ou à détailler les éléments juridiques du procès. Cette diversité de points de vue enrichit le débat public et montre l'importance de cet événement pour le pays, tant sur le plan judiciaire que politique. Le jugement prononcé dans cette affaire soulève de nombreuses interrogations, surtout au sein des citoyens. Nous en avons rencontré quelques-uns à Parakou. Moi, je me dis qu'on aurait pu faire autrement. On aurait pu faire autrement parce que quand on connaît les liens qui unissent Patrice Talon et Olivier Bokor et Oswald Omeki, on aurait pu faire autrement. Mieux, 20 ans de prison, 60 milliards d'amendes, la saisie de leurs biens. Bon, allons-y. On verra bien la fin de l'histoire. Mais j'avoue qu'on aurait pu faire autrement. C'est un sentiment de grande incompréhension qui m'anime. Parce que comme ils disent que Olivier Bokor voulait faire un coup d'État à Patrice Talon, bon, ça laisse beaucoup à dire. On connaît toujours le début, on ne connaît pas la fin. Voyez, dans un pays où un coup d'État rentre, pour rétablir l'autre, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Pendant que vous êtes au perché, vous vous tiraillez, mais c'est le peuple qui en pâtit, c'est le peuple qui en souffre énormément. Et on ne souhaiterait pas avoir ces cas-là au Bénin. Leur histoire au début, moi j'avais dit que c'était une comédie politique. Je l'avais pris comme une comédie politique. On en discutait autour de nous. Nous nous sommes dit non, c'est des amis du bon vieux temps. Bon, enfin, ils vont finir par régler ça. À notre grande surprise, les choses évoluant, il y a des choses là, des déclarations qui sont faites au jour le jour, et on ne se retrouvait plus du tout dans le schéma où on avait cru que c'était une comédie politique. Alors là, on s'est dit que c'était sérieux et voilà, les verdicts sont tombés. Cette affaire a été jugée et ils sont condamnés pour 20 ans de prison. Je pense que la loi, c'est une bonne chose et la loi qu'on devrait appliquer. Et c'est la loi qu'ils ont appliquée. Avant de faire ses réquisitions, le représentant du ministère public, Mario Metonou, a commencé son réquisitoire par des propos liminaires qui ont fait le tour des réseaux sociaux. Le procureur spécial de la Criette disait être dans un dilemme cornélien puisqu'il se retrouve entre l'amitié et le devoir de servir la République. Un discours qui a été décrypté par le consultant politique dans un plateau spécial quelques heures après le verdict. Pour Agapit Napoléon Maforican, face à la République, tout homme doit choisir le devoir, un peu comme l'a fait le procureur spécial de la Criette. Face au devoir et à l'honnêteté, la loyauté envers la République. Alors, le procureur spécial, tout le monde dans ses déclarations, quand il a choisi les devoirs, je dis, c'est ce que nous tous, on ne peut que choisir les devoirs. Les sentiments, oui. Ce soir, je ne peux pas dire que je suis content, je suis un peu perdu comme quelqu'un qui se retrouve au dilemme, à un carrefour, en disant, mais si je prends ici, il y a le chef de l'État qui doit se sentir échevelé. Il ne doit pas être à l'aise. À droite, il y a les personnalités qu'on a condamnées qui sont très près, comme j'ai dit, j'ai un devoir de reconnaissance envers l'une et un devoir d'amitié envers l'autre. Ils ont une famille aussi. Oui. Et vous vous demandez, mais concrètement, on fait quoi? On fait quoi? On laisse chacun son karma. Et surtout, on rend hommage à la République. Il faut saluer donc le travail fait par la Cour. Aux personnes concernées, ça, je me dis toujours que nous gérons chacun nos karmas et chacun doit faire le point, faire ça dans l'aide de conscience et savoir ce qu'il a pu faire lui-même, ce qu'il n'a pas pu faire. Mais
lorsque vous regardez les faits, il y a quand même suffisamment de situations qui méritaient d'être clarifiées. Et le parallèle fait par le procureur spécial avec la situation, les manières dont des militaires prennent très proche du pouvoir. Je pense que c'est suffisamment clair dans ce dossier pour qu'on puisse ne pas douter. Appréciant ensuite les faits pour lesquels la Cour a déclaré coupables les principaux accusés, Agapit Napoléon Baforican, après avoir suivi les débats, pense qu'il n'y a plus la place au doute pour ceux qui parlaient d'un montage. Les déclarations à la barre ainsi que le réquisitoire du procureur spécial montrent qu'il y a eu beaucoup de situations complexes. Je suis convaincu que beaucoup de Béninois aujourd'hui, à la fin du procès, ne diront plus c'est un montage. Ça au moins c'est clair. Après, le rôle que chacun a joué, ça dépend de là où le procureur l'a décrit également dans son document. Les faits tels que présentés, je ne peux pas dire mieux que le réquisitoire. Moi, je me retrouve entièrement, je vous dis, je me retrouve entièrement en termes d'analyse dans ce que Mario Metonou a lu aujourd'hui. Tout est là. Il y a assez de situations. Et quand vous regardez l'histoire de notre pays, il y a assez de situations. Quand vous regardez l'histoire de l'Afrique, il y a assez de situations comme ça qui sont arrivées. Donc, moi, j'aurais bien aimé que ce ne soit pas vrai. Alors, on aurait dit, c'était une faute la lettre. Mais il se fait qu'il y a quand même des faisceaux d'indices, tout au moins des faisceaux d'indices. Il y a eu beaucoup de transactions, de nébuleuses, il y a des situations qui n'auraient pas dû. Quelque part, par exemple, des variations dans les affirmations. Et donc, en la matière, les avocats auraient pu être là peut-être pour encadrer ou pour clarifier un peu. Bref, si on ne veut pas être malhonnête, et un analyste qui ne veut pas se dédire demain, on ne peut pas douter qu'il y a eu des situations quand même assez complexes, qui peut faire croire qu'il y a eu des choses, effectivement. Après, quelles sont ces choses? Comment elles ont été mises en scène? Ça, le procureur essaye de le faire comprendre et je me retrouve également dans son travail. Dans ce dossier, on peut dire, mais Olivier Bokor, quel est son rôle effectif? Vous ne le voyez pas. En la matière, on ne voit pas de rôle actif. Le procureur l'a dit. Au regard, quand même, des mouvements de lui vers d'autres, de d'autres vers lui, on s'est dit, et le procureur s'est dit, oui, il n'a jamais peut-être rencontré Thévoïdjere, le colonel, il n'a peut-être pas fait ci, mais ça va de lui vers l'autre, de l'autre vers le bas. Donc, un triangle qui a pour finalité de créer la situation qu'on redoute. Ça, je pense que il est là et il sait le rôle qu'il a joué dans cette affaire. Mais il n'y a pas de fumée sans feu en la matière. Pendant que la Cour décidait du sort des mises en cause dans cette affaire, les juges de la Cour constitutionnelle étaient en session plénière dans le but d'examiner 14 dossiers. Il s'agit de recours déposés par des citoyens et également des recours d'institutions de la République. La Cour devait se prononcer sur un recours du citoyen Enoch Lainde sur des questions constitutionnelles. Constantine Tandé pour les détails. La possibilité d'une candidature de Patrice Talon pour un troisième mandat continue d'agrémenter les discussions sur la toile malgré les déclarations répétées du chef de l'État sur le fait qu'il quittera le pouvoir à la fin de son second mandat. Ce lundi 27 janvier, Christian Enoch Lainde a saisi la Cour constitutionnelle sur la question de l'entrée du Bénin dans une nouvelle république depuis la révision constitutionnelle de 2019, ainsi que sur l'éligibilité de Patrice Talon en 2026. À l'audience de ce jeudi, Christian Enoch Lainde a répondu absent. Il ne s'est pas non plus fait représenter par un conseil pour expliquer, voire défendre sa cause. Face à cette situation, Dorothée Sosa, présidente de la Cour constitutionnelle, et conformément à la procédure habituelle, a renvoyé le dossier au 6 février prochain pour rapport. Un autre recours d'intérêt concerne la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC, qui a obtenu des clarifications sur son nouveau règlement intérieur adopté à la suite de la décision DCC 25005 du 16 janvier 2025. La Cour s'est également penchée sur une affaire soulevée par Guy Tokbe, secrétaire national à la communication du parti Les Démocrates. Ce dernier a saisi la haute juridiction après les déclarations de la vice-présidente Mariam Tabi Talata lors d'une tournée gouvernementale à Alada en 2024, où elle avait laissé entendre que Patrice Talon pourrait briguer un troisième mandat. Une déclaration qui avait provoqué une vive polémique
et relancer les spéculations sur une éventuelle révision constitutionnelle. L'autre fait marquant de la semaine, c'est l'officialisation du retrait de l'AES de la CEDEAO. Depuis le 29 janvier 2025, les pays de l'AES ont pris officiellement leur indépendance vis-à-vis de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO laisse le Mali, le Niger et le Burkina Faso s'en aller en garantissant les droits de circulation, de résidence et d'établissement sans visa aux citoyens de ces trois pays. L'officialisation de ce départ ne change en rien les défis sécuritaires actuels dans la sous-région. C'est un grand problème, le départ de ces trois pays. Il faut savoir que le Burkina, le Mali et puis le Niger sont l'épicentre de la crise sécuritaire, notamment de l'insurrection terroriste dans la CEDEAO. Il y a maintenant les pays comme le Bénin qui sont touchés à leur frontière nord par la crise notamment de Boko Haram. Mais quand on parle de terrorisme, l'épicentre, c'est ces trois pays qu'on appelle le Sahel central. Et l'idéal, on est dans une guerre asymétrique où un pays ne peut pas aller seul combattre ces groupes et sortir victorieux. Il faut une coalition des forces. Il faut une coalition. Le débat se faisait pour que la CEDEAO, en tant qu'organisation, prenne le lead sur cette lutte contre le terrorisme, créer une force intégrée à la sous-région pour lutter contre le terrorisme. Maintenant, ils décident de quitter l'organisation. Il y a une sorte de cassure qu'il y aura. Parce que quand les terroristes viennent attaquer au Bénin, par exemple, et qu'ils fuient pour se réfugier au Niger, les forces armées béninoises n'ont pas le droit de traverser la frontière pour les suivre. Donc ça veut dire qu'ils peuvent venir tuer ici. Quand ils sont là, ils traversent la frontière, ils sont comme protégés. On ne peut pas aller les déloger. Il est importantissime que la CEDEAO et les États de l'AES trouvent le juste milieu pour justement trouver une solution pour lutter contre le terrorisme. Le terrorisme, c'est la guerre contre le terrorisme, c'est une guerre asymétrique. Ce n'est pas une guerre conventionnelle. Donc, c'est une guerre asymétrique qui n'a rien à voir avec les guerres qu'on connaît habituellement. Il faudrait qu'il y ait une coordination et une coopération à la fois militaire et sécuritaire entre les États. Et là, je ne parle pas d'une coordination ou d'une coopération entre organisations multilatérales. Non, c'est que les États eux-mêmes doivent saisir l'opportunité de comprendre que les enjeux du terrorisme impactent pas que sur la CEDEAO d'abord, mais avant sur les États qui subissent les affres, qui subissent les attaques. Et quand l'État ne prend pas la juste mesure du désastre, eh bien, il pourrait faire face à des défis considérables. Donc, il est important que les États trouvent les moyens de coopérer. Parce que même si le multilatéralisme est en train de mourir, je pense qu'il est important qu'on mise tout aujourd'hui sur le bilatéralisme. En dehors des raisons sécuritaires mises en avant par le regroupement, bien d'autres causes ont favorisé ce clivage entre l'AES et la CEDEAO. Les invités du forum politique se sont prêtés à l'exercice de rappeler les faits historiques ou politiques et surtout diplomatiques qui ont influencé la décision. Le retrait des États membres de l'AES de la CEDEAO ce 29 janvier 2025 a été la question principale qui a nourri les échanges dans le forum politique de ce 29 janvier. En se prononçant sur les causes dues à ce retrait, le consultant politique Agapit Napoléon Maforican, bien qu'il soit d'accord que cela est lié d'une part à la situation sécuritaire de la région, a insisté sur l'incapacité de la CEDEAO à aider ces pays à régler les problèmes auxquels ils font face. Cette succession de faits, que ce soit des coups d'État, que ce soit des remises en cause régulières avec les troisièmes mandats qui maintenaient au pouvoir des chefs d'État décriés sur des décennies, tout ça a fini de décevoir beaucoup, aussi bien de l'opinion, de l'élite, que même au sein de l'armée, plein d'instruments mal utilisés, mal coordonnés, avec une partialité désespérante. Ça n'a pas de quoi sidérer grandes personnes. C'est pour vous dire simplement que ce n'est pas une affaire de groupe terroriste. Les trois États ont pu prendre appui sur l'évolution pour montrer, en fait ils ont pris un cas pour montrer l'incapacité de la CEDEAO à régler les problèmes de leur pays. Et dès lors, la CEDEAO n'était pas outillée, n'était pas légitimée
à leur parler du régime démocratique. Que ce qui compte d'abord, c'est la sécurité de leur population et non des élections. Joël Attaï Gadegbe, expert en gouvernance, affirme que si cette dynamique se poursuit toujours dans l'idée du panafricanisme et de la souveraineté, cela ne gênerait pas, tout en insistant que ces trois États n'ont pas l'agenda démocratique à l'ordre du jour. Si c'est toujours l'idée de la souveraineté, l'idée du panafricanisme, l'idée de l'intégration, bon vent à qui voudrait poursuivre cela par d'autres moyens, l'essentiel c'est le résultat. Mais il est clair que ces trois États n'ont pas l'agenda démocratique à l'ordre du jour, ne veulent pas entendre parler de calendrier électoral, de reprise des élections pour un pouvoir constitutionnel. Sorti de là, l'AES a décidé de prendre son destin en main avec toutes les revendications, tout le discours nationaliste, souverainiste. Il faut espérer que ce ne soit pas un recommencement, mais que ce soit au moins la poursuite d'un combat anti-colonialiste, anti-impérialiste, mais qui adresse concrètement les besoins des populations. Et le besoin fondamental aujourd'hui, c'est celui de la sécurité. Georges Anagonou, socio-anthropologue, reste quand même sceptique quant à la pérennisation de l'AES, si tant est qu'elle doit évoluer en communauté restreinte. Il suggère que cette dernière se rallie à d'autres États pour porter une vision. Les régimes qui ont lancé aujourd'hui l'AES, moi j'attends de voir parce que ce sont des régimes militaires. J'entendais vous demander, est-ce qu'on va voir s'ils vont résister longtemps? Actuellement, même aussi, en fait, on ne dira pas, ils ne résistent pas forcément, parce qu'il faut aller voir ce que vivent les populations quand on se regroupe de cette manière-là. Et qu'il n'y a que quelque part, il n'y a pas un petit vent de démocratie qui permette aux populations de ces pays-là de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire les choses. Moi, un regroupement pareil, j'attends de voir, même si on a dit parfois qu'il y a des pays qui manifestent leur volonté. Le cas du Togo, voilà, qui pourrait rejoindre, je ne sais pas dans quel but, d'une manière ou d'une autre. L'idée qu'on avait au départ de dire, ensemble, on est plus fort, l'idée reste. Et si l'AES veut devenir fort demain, il faudrait nécessairement que l'AES rallie d'autres pays autour de leur union, sinon ça ne résistera pas longtemps pour moi. Au regard de tous ces enjeux et défis que représente le départ de l'AES de la CEDEAO, Joël Attaï Gadegbe renchérit sur la nécessité pour ces deux blocs de coopérer. Il y a l'hostilité et personne n'y a intérêt. Il y a l'indifférence, ça ne serait pas plus productif que ça. Donc, entre les deux, il y a l'obligation de rechercher les moyens de l'interpénétration et de l'interaction qui mutualisent ou en tout cas maximisent les intérêts de chacun, les intérêts bien compris de tout un chacun. Et si la CEDEAO, au chemin faisant, peut saisir l'occasion de se réorganiser, de révisiter sa doctrine, d'être moins ambitieuse éventuellement, peut-être que ça cessera d'être le chiffon rouge pour d'autres. Et pendant ce temps, l'UMOA peut-être n'en a pas fait assez et elle est une organisation assez performante malgré tout. Est-ce qu'on ne peut pas continuer de faire plus à partir de là, d'entraîner les autres? En ce qui concerne le Bénin, les invités proposent qu'il renforce ses liens avec les autres pays qui sont toujours dans la CEDEAO, de maintenir sa relation avec le Burkina Faso et de gérer les problèmes sécuritaires et diplomatiques. Cette semaine, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a tenu, le 30 janvier 2025, à son siège, une séance pour faire le point des activités menées au cours de la deuxième session ordinaire de l'année 2024. Les différents rapports examinés ont été exposés, les décisions prises et les activités effectuées par le président de l'institution ont également été présentées. Clôture officielle de la deuxième session ordinaire de l'année 2024 à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Dans le cadre de la régulation des médias, 10 rapports ont été examinés et 4 décisions prises au cours des travaux en plénière. Il s'agit entre autres de rapport relatif à la délivrance des accréditations, rapport relatif à la tournée de sensibilisation des médias audiovisuels sur le respect des grilles des programmes, des conditions et des redevances.
Rapport d'information à la radio FM Koufé de Bassila. Rapport de la mission d'information à la radio OSEC FM de Soava. En ce qui concerne les radios FM Koufé de Bassila et OSEC FM de Soava, la plénière a décidé de leur adresser une lettre de mise en demeure pour violation des tests. Rapport relatif à l'adoption et à la décision portant retrait de la fréquence 89.0 MHz attribuée à l'Association pour la promotion des médias, promotrice de la radio École APM. Le deuxième rapporteur a énuméré en détail les activités menées par le président au cours du trimestre écoulé, allant des visites de courtoisie au président des institutions, aux rencontres de prise de contact et d'échanges sur l'état du secteur des médias et de la communication. Monsieur Edouard Loko, à sa prise de fonction, a rendu visite de courtoisie et de prise de contact à la vice-présidente de la République et au président des institutions de la République. Sur invitation des présidents, le président de la HAC a pris part à l'audience solennelle de rentrée judiciaire 2024-2025 de la Cour suprême, l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2024 de l'Assemblée nationale le 24 octobre 2024 à Porto Novo. Le président de la HAC a aussi reçu à leur demande au siège de l'institution le président de l'Union des journalistes handicapés visuels accompagné de quelques membres de l'Union. Audience avec les membres du corps diplomatique accrédité au Bénin. Plusieurs personnalités responsables de réseaux de communication et de régulation ont été reçues. Tout en exprimant sa satisfaction à toute l'équipe, le président de l'institution a souligné certains points importants qui vont contribuer à l'amélioration des conditions des professionnels de médias. Nous travaillons et nous continuerons à travailler, à faire de la HAC une institution sérieuse, crédible, afin d'obliger les pouvoirs publics à jouer leur partition parce qu'elles ont leur partition à jouer envers la profession. Je veux parler de l'aide de l'État à la presse privée. On nous doit déjà 9 ans, pratiquement. C'est beaucoup d'argent et nous en avons besoin et je crois que nous ne sommes pas mis en position de les avoir. Mais désormais, nous commencerons à les avoir, croyez-moi. Pour finir, j'aimerais m'étendre sur un exploit. Nous sommes en train de réussir à réviser le règlement intérieur de la HAC. C'était pas évident, hein? C'est passé comme si c'était quelque chose de facile dans le rapport. Parce qu'il s'agissait courageusement de diminuer le nombre de commissions et d'être plus efficace. La HAC, au-delà de son rôle de régulation, est une institution indépendante de tout pouvoir politique, de tout parti politique, de toute association et de tout groupe de pression, de quelque nature que ce soit. Place à présent aux décisions issues du Conseil des ministres. Le gouvernement s'est réuni, un peu comme tous les mercredis, en Conseil des ministres le 29 janvier. L'exécutif a autorisé la contractualisation avec un cabinet spécialisé pour la mise en place d'un système d'information et d'une base de données spécifique sur l'enseignement supérieur. Les motivations d'une telle décision avec le secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement. Contractualisation pour la mise en place de la base de données sur l'enseignement supérieur. La délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur a, entre autres attributions, l'évaluation des enseignants et chercheurs du sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. À cet effet, elle a besoin d'informations et de données fiables lui permettant d'accomplir efficacement sa mission. Pour ce faire, elle a élaboré des formulaires digitalisés en vue de collecter par elle-même certaines informations à traiter et à visualiser dans un environnement approprié. Par ailleurs, d'autres renseignements et statistiques à caractère général nécessaires à son action sont censés être disponibles dans les bases préexistantes. Or, celles-ci sont actuellement éparses et peu consistantes pour être judicieusement exploitées aux fins de besoins spécifiques. D'où l'intérêt à disposer d'un outil permettant une automatisation de ces processus internes, une interopérabilité entre différentes structures et un accès en temps réel à des statistiques crédibles. C'est pourquoi le Conseil s'est prononcé en faveur de la contractualisation avec un cabinet spécialisé pour la mise en place d'un système d'information et d'une base de données spécifique sur l'enseignement supérieur. Le gouvernement a également marqué son accord pour la réalisation d'études d'impact environnemental et social de certains projets du PAG. Réalisation des études d'impact environnemental et social de certains projets du programme d'action du gouvernement.
Sont concernés par les présentes études, d'une part, les projets de construction du stade départemental de type omnisport à Parakou, puis de reconstruction du stade René Pleven de Cotonou. Est pris en compte, d'autre part, le projet de construction du Musée des Arts contemporains de Cotonou, avec une composante intégrant l'impact environnemental et social, ainsi que le plan d'action de réinstallation. À terme, leur réalisation permettra de renforcer la disponibilité en infrastructures sportives et culturelles modernes afin d'encourager la pratique du sport, en particulier chez les jeunes, et de contribuer au rayonnement culturel de notre pays. Ouverte depuis octobre 2024, la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale a pris fin le 22 janvier 2025. Pendant cette période, les députés ont pris acte de 4 accords de prêt et ont adopté plusieurs lois, dont la loi des finances, exercice 2025. Après 3 mois de travaux, la deuxième session budgétaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2024 a pris fin le 22 janvier dernier. Enrichie de réflexions, de propositions de solutions, de questions et de concertations, elle a permis l'examen et le vote du budget général de l'État pour cette année, ainsi que l'adoption de plusieurs lois. Cet atelier a adopté la loi numéro 2024-33 portant règlement définitif du budget de l'État pour la gestion 2022. La deuxième, c'était la loi 2024-34 portant loi des finances pour la gestion 2025. Troisièmement, la loi 20-25-01 portant organisation de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine en République du Bénin. La loi numéro 2025-02 portant organisation de la concurrence en République du Bénin. La loi des finances a permis à l'Assemblée nationale de doter notre pays, le Bénin, d'un budget d'un montant de plus de 3 551 milliards. Au cours de cette session budgétaire, plusieurs activités ont été menées. Parmi celles-ci, la désignation du remplaçant de M. Romaric Ogoualé au Conseil économique et social pour le département des Collines, ainsi que l'étude de plusieurs décrets de prêt, notamment le décret portant ratification de l'accord de prêt signé à Cotonou le 31 juillet 2023 entre la République du Bénin et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, dans le cadre du financement du projet d'augmentation du capital de la Banque Ouest Africaine de Développement, le décret portant ratification de l'accord de prêt signé à Cotonou le 14 décembre 2023 entre la République du Bénin et le Fonds africain de développement dans le cadre du financement de la première phase du programme d'appui à la gouvernance économique et au développement du secteur privé, du décret portant ratification de l'accord cadre signé à Riyad le 3 mars 2024 entre la République du Bénin et la Banque islamique de développement dans le cadre du financement du projet de développement des infrastructures agricoles et de désenclavement de la basse et moyenne vallée de l'Ouémé. Le décret portant ratification de l'amendement à l'accord de financement signé à Cotonou le 21 février 2024 entre la République du Bénin et le Fonds international de développement agricole à l'accès au marché. Parallèlement à ces travaux, des ateliers et séminaires ont été organisés pour renforcer les capacités des députés et du personnel parlementaire. Je voudrais vous rassurer que toutes ces rencontres seront prises en compte avec précision dans le prochain rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. Je déclare clôturer la deuxième session ordinaire de l'année 2024 et ainsi la séance est levée. Après la clôture de la deuxième session ordinaire, le porte-parole du président de cette institution a réuni la presse pour faire le point. À la faveur d'un dîner de presse, Vitali Boto a mis en avant une activité législative soutenue et un contrôle gouvernemental renforcé. C'est dans une ambiance conviviale et d'échange
qu'a eu lieu le traditionnel dîner de presse au cours duquel Vitaly Boton a fait le bilan de la deuxième session ordinaire de l'année 2024. C'était en présence des professionnels des médias et autorités. L'Assemblée nationale a tenu au total 7 sessions plénières. Elle s'est, une fois de plus, affirmée comme un véritable moteur du progrès législatif au Bénin. Ces travaux, au cours de cette session, ont impacté des domaines sensibles comme l'organisation des professions médicales et paramédicales ou encore l'encadrement de la concurrence, ce qui renforce l'attractivité et la compétitivité de notre pays. Au cours de la période, 8 dossiers ont été examinés et adoptés. Ces 8 dossiers peuvent être regroupés en 2 catégories, à savoir les lois ordinaires et les lois portant autorisation de ratification ou d'adhésion. Parmi ces lois figure celle de finances, gestion 2025. En effet, le budget 2025 est marqué par l'absence de nouveaux impôts, la stabilité des taux d'imposition et des mesures fiscales incitatives. Il consacre 42% de ses ressources à des interventions sociales majeures, confirmant ainsi sa vocation résolument axée sur le bien-être des populations et la réduction des inégalités. Au cours de cette session, le Parlement a été plus actif dans le contrôle des actions du gouvernement. Le contrôle parlementaire de l'action gouvernementale a gagné en dynamisme et en efficacité. Les députés ne se limitent plus uniquement aux simples questions adressées au gouvernement lors des séances en plénière. Désormais, ils multiplient les missions de contrôle parlementaire sur le terrain. Une démarche qui leur permet d'aller au contact des réalités vécues par les populations et de vérifier concrètement l'exécution des projets et programmes gouvernementaux. Les députés ont effectué des missions de contrôle sur le projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de l'Ouémé. Le projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable dans les villes de Savé, d'Assazoumé, Glazoué, etc. La mission d'information et de sensibilisation dans certaines communes et structures de défense et de sécurité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Outre son rôle législatif et de contrôle, l'Assemblée nationale a pris part à plusieurs autres activités, dont le discours sur l'état de la nation. Vitaly Boton, pour finir, réaffirme l'engagement des députés à renforcer le dialogue entre les médias et la population. La place de l'Amazone de Cotonou fait l'objet de récentes rumeurs concernant une prétendue interdiction de son accès. Des informations infondées et erronées, réagit José Tonato, le ministre du Cadre de Vie et des Transports chargé du développement durable, a tenu à dissiper tout malentendu lors d'une déclaration dont je vous invite à suivre la substance. La place emblématique que tous les Béninois visitent, les Cotonois et même les étrangers, c'est l'esplanade de l'Amazone, qui est une place d'abord principalement destinée au public. Vous avez dû remarquer que ça participe des aménagements qui sont attachés au boulevard de la Marina, qui est aujourd'hui le boulevard principal qui traduit l'image que nous voulons, la ville de Cotonou. Mais c'est d'abord une place publique, ouverte à tout le monde et des fréquentations privées. Si vous avez dû voir que le monument n'est pas protégé, le chef d'État souhaite que tout le monde y ait accès. La place aussi, on peut y venir à tout moment. Elle est éclairée la nuit, mais elle est également surveillée, sécurisée pour que les activités se passent dans les meilleures conditions. Il n'y a pas de conditions particulières, il n'y a pas de droit pour y mener un certain nombre d'activités. Il suffit seulement de faire une procédure sur la page service public pour les personnes morales qui ont des activités formelles à faire, genre activités sportives, activités de loisirs, rassemblements. Il faut une autorisation, mais il ne faut pas payer des droits pour utiliser la place. De même, les populations en général peuvent venir ici, mener des activités familiales, des activités de groupe, des activités de fraternité, des activités amicales entre des groupes qui peuvent se retrouver ici pour se détendre, se reposer, se promener et se donner à des activités de loisirs. C'est d'ailleurs pour ça que des toilettes ont été construites
Vous avez dû voir, ces toilettes sont accessibles, tant ici sur l'esplanade de l'Amazone que sur le champ de foire de l'autre côté. Il y a également des toilettes sur le jardin de Mathieu. Ce jardin de Mathieu sera ouvert bientôt au public. Toutes ces places-là sont destinées à être utilisées, valorisées par le public de Cotonou. Ce que nous souhaitons, c'est que les populations qui viennent ici aient vraiment des gestes et des comportements éco-citoyens. Et je voudrais vraiment insister pour dire que les pique-niques sont autorisés. Et puis on finit avec le tirage au sort de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Il a eu lieu lundi 27 janvier 2025 à Rabat au Maroc, dans le prestigieux théâtre national Mohamed V de Rabat. Un événement qui a eu lieu en présence de plusieurs stars du football africain. Et le Bénin a hérité de la poule D aux côtés du Sénégal, de la RDC et du Botswana. À l'issue de ce tirage, des supporters parlent des chances du Bénin. Ils connaissent désormais leur adversaire. Logés dans le groupe D, les Guépards du Bénin vont croiser leurs crampons avec le Sénégal, la RD Congo et le Botswana. Ceci dans le cadre de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Des 24 nations qui y participeront, le Bénin a réussi à se qualifier pour rappel par une qualification héroïque mais douloureuse face à la Libye en déplacement à Tripoli. La qualification obtenue, les hommes de Guénot-Roh vont devoir en décembre 2025 sortir le grand jeu pour pouvoir dépasser l'étape des quarts de finale réussie en 2019. Pour certains supporters et responsables de clubs rencontrés, c'est un groupe à la portée du Bénin qui a plusieurs atouts. Mais d'autres pensent quand même que ce n'est pas gagné d'avance. Nous avons toute notre chance puisque nous avons prié. Nous avons beaucoup prié pour éviter certaines grosses cylindrées. Et par la grâce de Dieu, nous les avons évitées. Et aujourd'hui, en se retrouvant au niveau de notre poule D, parce que c'est notre poule désormais, c'est notre poule parce que c'est dans ça qu'on va se qualifier. Vous comprenez? Et donc, déjà qu'on a évité l'Égypte, le Maroc et l'Algérie, moi je suis fier, j'ai souhaité avoir certaines équipes. J'ai réussi à avoir une équipe, Botswana, ce qui me réjouit déjà. Il n'y a pas de peur. Il n'y a plus de petites équipes aujourd'hui en Afrique. Ça là, c'est déjà fini. Donc, jusqu'à ce qu'on ait allé déjà pour la qualification, on ne va pas aller là-bas pour faire pièce figure. Ça là, c'est sûr. Pour moi, il y a 2 gros morceaux qui sont dedans et qu'on va essayer de gérer. Au jour d'aujourd'hui, on peut la mettre sur le cœur, compter sur les Guépards. Vous avez vu leur prestation pour la qualification. C'était pas mal. Et je l'avais dit dans le temps après la qualification, ça va mieux se passer parce que nous avons la chance d'avoir un entraîneur qui a beaucoup compris aujourd'hui qu'il faut aller avec la jeunesse. Vous allez voir dans l'effectif des Guépards aujourd'hui qu'il compte beaucoup sur la jeunesse. Et il y a beaucoup parmi les anciens aujourd'hui encore qu'on ne va pas avoir leur présence. Moi, je dois dire que notre Bénin a toutes ses chances de se qualifier, vu que sans vouloir froisser les autres nations qui sont avec nous, la poule est assez abordable. On peut réitérer le même espoir qu'on avait fait lors de notre dernière participation à la CAN. Ce n'est pas gagné d'avance parce que nous avons un cadre et une autre équipe, pas des moindres, qui est la RDC. Le cadre, c'est le Sénégal. Et nous avons le Botswana qui a fait un parcours très élogieux pour la qualif. Alors, et ce ne serait pas facile pour le Bénin, mais nous en avons l'habitude. En 2019, nous avons eu de très gros, comme le Ghana et le Cameroun, mais nous avons quand même pu faire ce qu'on devait faire pour passer le tour, aller au second tour. Donc je pense que c'est jouable pour les Guépards. Si on se prend au sérieux et ce que les Guépards ont démontré ces derniers temps, et nous avons rencontré 2 fois le Nigeria, qui n'est pas des moindres, on a pris 4 points. Et le Sénégal qu'on a déjà joué, et
déjà ces derniers temps, pas 2 fois. Et si je compte le quart de finale de 2019, nous n'avons pas été ridicules face à cette équipe du Sénégal. Et le Congo aussi, on l'a joué il n'y a pas longtemps. On a pris un point chez le Congo à Kounou et on est allé chez eux. Ils nous ont battu 2-0 et avec un penalty très bizarre. Mais les Guépards partent avec beaucoup de chance et on peut le faire comme on l'a fait en 2019. L'élimination du Bénin à la CAN Égypte 2019 était face au Sénégal. Une fois encore, les Lions de la Teranga vont affronter les Guépards. Pour ces férus du football, le Bénin n'a rien à craindre, car le Sénégal ne sera pas un obstacle. Mais l'on doit garder un regard sur le Botswana qu'il ne faut pas sous-estimer. Oui, le Sénégal ne nous a facilement jamais battus. Donc aujourd'hui, le Sénégal aussi, aujourd'hui on peut rivaliser avec le Sénégal. Avec la jeunesse qu'on a au niveau de notre équipe aujourd'hui, je suis sûr qu'on peut rivaliser avec le Sénégal. Et peut-être on va se qualifier avec le Sénégal au niveau de notre poule. Oui, mais bon, le Sénégal d'il y a quelques années et le Sénégal d'aujourd'hui n'est plus la même chose. Donc là, même si le Sénégal est dans notre poule, moi je suis assez confiant, je crois en nos Guépards. Comme le Botswana, comme le Petit Poussé, mais est-ce que vraiment le parcours qu'ils ont eu à faire pour être là, et moi je ne dirais pas qu'on va aller sur papier, oui, mais on part 50-50 contre le Botswana aussi. Le Bénin a toute sa chance, on joue les équipes de la même manière et il faut prendre des points pour être au prochain tour. Ces amoureux du football sont certains que le Bénin ira plus loin qu'en 2019. Le 12e homme va donc jouer un rôle très important pour la concrétisation de ce désir. Je suis sûr qu'on va dépasser l'étape de 2019. C'est notre objectif aujourd'hui. Notre objectif, c'est de dépasser les quarts de finale. Parce qu'on ne peut pas aller en quart de finale et ne pas se qualifier, et après se qualifier et faire moins que les quarts de finale. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de dépasser les quarts de finale. Pourquoi pas en finale? C'est notre souhait. Et nous allons nous battre pour cela. Affûtons nos âmes pour pouvoir avoir beaucoup d'énergie pour accompagner les Guépards au Maroc et déjà bien voyager dans la sérénité et dans la joie et arriver là-bas les accompagner à faire du bon. Le Bénin fera sa première sortie face à la République démocratique du Congo le 23 décembre 2025. Rappelons que la compétition est prévue pour se dérouler du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. C'est un tirage comme les autres, tout s'est passé de façon ordinaire, comme c'est le cas depuis que la CAN est passée à 24. Donc on va souhaiter tout simplement bonne chance à toutes les équipes engagées dans la compétition. Par rapport au tirage au sort de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, je vais d'abord m'intéresser au groupe des Guépards du Bénin. Les Guépards qui sont donc logés dans le groupe D en compagnie du Sénégal, vainqueur de la compétition en 2021, de la République démocratique du Congo, double vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations et demi-finaliste de la dernière édition. Et puis en compagnie du Botswana, qui est l'inconnu de ce groupe. C'est un groupe assez relevé, je peux le dire ainsi. C'est dire que le Bénin est habitué à jouer ces deux nations. Et donc le Bénin connaît déjà ces deux adversaires et pourra se préparer pour les affronter. Cette fois-ci, pas pour donc offrir de points, pas pour être ridicule, mais pour déjouer les cartes de ces deux nations. Quand je prends globalement la Coupe d'Afrique des Nations, ce tirage au sort, je pense que ce tirage nous réserve beaucoup de surprises. Le Bénin est, je dirais, bien loti. Nous avons tous prié que le Bénin ne tombe pas sur un pays du Maghreb. Bravo, on va voir ce que ça va donner, même si les nations ne sont pas... Les nations qu'on a héritées dans notre groupe ne sont pas les petites nations. De toutes les façons, ce ne serait pas facile pour le Bénin. Mais avec un peu d'engagement, je pense qu'on pourra se retrouver dans les meilleurs troisièmes et nous retrouver au second tour de la compétition. Nous ne maîtrisons pas trop le Botswana. On a joué le Congo, la République démocratique du Congo ces dernières années. Le Sénégal, n'en parlons pas. Mais le Botswana est une équipe inconnue, quasiment, du Bénin. Et là, il va falloir travailler dur. Il va falloir faire beaucoup d'efforts. Ça a été un tirage pas trop difficile pour le Bénin. Donc on peut dire un tirage clément. On ne sait pas encore la nomenclature de l'équipe du Bénin, ce que va présenter Garot Rohr, et donc on attend un an. Ce qui est sûr, le Bénin, c'est clair que le Bénin va vouloir jouer et aller tout au moins en week-end de finale et chercher peut-être à aller donc en quart de finale
comme ce que nous avons fait en 2019. Vivement qu'on se mette rapidement au travail. Le chemin, il est encore long. On a 12 mois pour préparer une Coupe d'Afrique des Nations. Ça n'arrive pas souvent. C'est un avantage désormais. Tout le monde peut gagner, tout le monde peut perdre. Mais on ne va pas oublier qu'il y a des nations avec des histoires très fortes et des nations avec des histoires moins fortes.